Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve sur la chaîne Basket Session Game 2 des finales NBA et le Thunder a bien réagi. Victoire d'OKC 123-107. Je rappelle que Oklahoma City avait perdu le Game 1. Ça s'était passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Un Game 1 incroyable conclu par un comeback des Pacers et un panier pour la gagne de Tyrese Haliburton à 3/10 du buzzer. On attendait du coup la réaction d'OKC qui l'emporte de 16 points avec encore un grand Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, écoute, je pense que quand le Thunder joue de cette manière-là, à son niveau, il y a quand même 9 chances sur 10 qu'il gagne et que le match 1 était. Il y avait cette part d'irréel, de magie presque à la fin qu'on ne retrouvera pas à chaque fois. Et là, on a vu, je pense, le type de scénario qu'on devrait voir sur le reste de la série. Alors, je m'avance peut-être un peu. Et il faut encore une fois rendre hommage, et vous l'avez très bien fait sur les derniers jours, à ce qu'a fait Indiana en termes de mental. De sang-froid, tout ce que tu veux. Mais là, on a vu l'équipe d'OKC, voilà, l'équipe qui se devait de réagir, qui a dominé de la tête et des épaules sans jamais vraiment fléchir avec son MVP, avec Shai qui a été excellent. On reparlera après un peu, je pense, des petits accomplissements statistiques qu'il faudra mettre en perspective, mais qui sont quand même bien, bien sympathiques. Et voilà, le Thunder a quand même... je retiens quand même que Daigneault est pas revenu sur ses plans. Il a laissé son 5, le 5 du premier match. Ça a plutôt bien fonctionné. Le Thunder a tout simplement été fidèle à lui-même. Et quand le Thunder est fidèle à lui-même, c'est très très compliqué de négocier avec cette équipe-là. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait beaucoup parlé forcément dans Game 1, c'est le changement de 5 de départ d'OKC. Là, finalement, j'ai l'impression que les ajustements du Thunder, ça a été simplement de mieux faire ce qu'ils savent déjà bien faire. Tout ce qui avait été pas très abouti sur le premier match, là ça a été plus abouti. Et il y a un exemple qui est assez marrant, c'est celui de Shai Gilgeous-Alexander. Il avait mis 38 points au match 1, là il met 34 points, tu dis c'est la même chose. En fait, c'est pas du tout la même chose. Il les a pas du tout mis de la même manière. Il les a mis avec beaucoup plus d'efficacité tout au long du match et pas en prenant beaucoup plus de tirs dans le premier quart-temps, comme il avait été ultra agressif dans le premier quart-temps du premier match. Et comme tu l'as dit, finalement, Daigneault est resté avec son nouveau 5 avec Hartenstein qui sort du banc. On a vu un petit peu les double bigs dans ce match-là, sur des 5 courtes minutes, périodes. Ouais. Il y a eu 5 minutes voilà. en tout, je crois. Et ça a été plutôt bon d'ailleurs, les passages défensivement notamment. Très très bon quand les dons étaient là. Carrément, ça a été très bon. Ils ont gommé, ils avaient été mauvais au rebond sur le match 1. Là, ils ont vraiment corrigé cet aspect-là. Donc, tu as l'impression que voilà, c'est pas tant des ajustements du côté de Casey que de mieux faire ce qu'ils savent normalement très bien faire. Et effectivement, quand ils arrivent à faire ça, c'est très très dur d'aller les chercher. Ouais, pour moi aussi, c'était la formule habituelle. Tu as dit 9 chances sur 10, on n'est pas loin de ça. Hein. Cette saison, le Thunder, ils gagnent 80% de leurs matchs, que ce soit en saison régulière et playoff compris. Et effectivement, tu te dis que quand le Thunder joue son jeu, tu as 8 chances sur 10 de voir OKC l'emporter. Moi aussi, je comprends, moi, le changement de 5. C'est vrai qu'on n'était pas tous les trois vendredi pour en parler. Alors, je le comprends. Sur le Game 1, c'est vrai que c'est un peu surprenant quand tu vois que tu te dis, mais tiens, tu as une formule qui a marché toute la saison. Pourquoi tu arrives sur les finales, tu changes ton 5 majeur? Mais dans l'idée, je le comprends, en fait. Pour jouer contre Indiana, où il y a beaucoup de rythme, je comprends l'idée de mettre Cason Wallace à la place d'Hartenstein et d'avoir un 5 plus petit. Le double big, effectivement, il a bien fonctionné. Il a fonctionné aussi pas dans n'importe quelle configuration. C'est-à-dire qu'en face, Indiana jouait avec Bryant et Topin. C'était Topin, je crois, l'ailier fort. Ouais. C'est ça, exactement. Tu sais qu'il y a quand même un peu moins de menaces. Et en plus, le premier passage, alors il marche plutôt bien, mais il marche bien avec quelques exploits, entre guillemets, exploits d'Holmgren. Je ne vais pas appeler ça nécessairement des exploits, mais Holmgren qui met un ou deux paniers lointains. Il y en a un qui compte comme un 2 points, l'autre c'est un 3 points. Tu vois, les tirs d'Holmgren, son adresse, elle peut être fluctuante. Donc, dans l'ensemble, moi, je comprends en tout cas l'idée d'OKC de s'éloigner un petit peu de ce double big, même si au final, en fait, de toute façon, ça va être ça, moi, le truc sur lequel je vous amenais. J'ai l'impression que chaque line-up tout au long de la partie, choisi par Daigneault, et je trouve que c'est vraiment son premier point fort en NBA, c'est la manière dont il gère ses rotations et ses line-up. J'ai l'impression que chaque line-up a un impact. Quand il met Holmgren, Hartenstein, ça marche. Quand il met d'autres gars ensemble, ça marche. Et alors, on m'a soufflé un line-up. D'ailleurs, ce matin, je suis obligé de dire son nom. Yvan m'a soufflé un line-up. Celui avec Caruso, Cason Wallace, Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren. C'est vrai que ce line-up, il fait des dégâts, on s'en rend compte, tu vois.
est-ce que vous avez une moindre idée du plus-minus sur 100 possessions de ce line-up? Vous n'êtes absolument pas prêt. Depuis le début des playoffs. C'est un petit échantillon, parce que ce n'est pas un 5 qui joue beaucoup ensemble. Mais est-ce que vous avez une idée du chiffre? Ils ont mis des roustes, alors attends. On est sur 100 possessions, donc c'est un peu faussé. Ils ont joué 15 minutes ensemble en tout. Le plus par 100 possessions. Plus 50. Ils sont à plus 100. Ah ouais, okay. 100 possessions. Je savais même pas que c'était possible. Ce 5, je le répète, Cason Wallace, Jalen Williams, Alex Caruso, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, plus 100 sur 100 possessions. C'est immense. Je savais pas que c'était possible. Mais bref, l'idée, c'est pas tant de parler de ce 5. À la limite, c'est de dire, en fait, les rotations de Daigneault, à chaque fois, ça marche toujours bien. Et quand on a la formule d'OKC, agressivité défensive, rythme offensif, plus Shai Gilgeous-Alexander qui fait des différences, tu as une équipe qui perd très peu finalement. Non, mais en plus c'est line-up là, c'est-à-dire que je dis pas que c'est pareil dans les autres équipes, mais enfin que les autres équipes font forcément différemment, mais c'est pas juste pour donner du temps de jeu et faire plaisir ici et là. Alors en toute fin de match, oui, évidemment, on a même vu Ousmane Dieng un peu premier français d'ailleurs depuis 2014 entrer en finale NBA au passage, mais il y a toujours une idée derrière et c'est ça qui est très fort, c'est la profondeur de l'effectif. La capacité d'adaptation, du coup, il peut s'adapter à n'importe quelle situation et les gars sont prêts. On l'a redit depuis le début des playoffs, mais c'est pas genre. Alors, c'est pour reprendre l'exemple de Thibodeau, évidemment, avec des joueurs qui ressortent un peu de nulle part et on les met au défi de réussir quelque chose. Là, sur le match 1, coup, à Jay Mitchell, là, qui n'a pas joué du tout, je crois, par exemple. Pas du tout, ouais. Là, sur ce coup-là, il se dit, c'était peut-être pas adapté, alors je vais faire plutôt comme ça. Ah si, pardon, 3 minutes. Excuse-moi, 3 minutes, ouais. 3 minutes, mais bon, c'était tout à la fin. C'est ça, ouais. Voilà. Mais en tout cas, tout est calculé et c'est ce qui fait la force... C'est ce qui fait la force du Thunder. Je reviens sur effectivement le passage avec les deux bigs. Le passage d'Holmgren, je le trouve très important parce qu'il a tout de suite donné le ton. Il a mis pas mal de points de suite. Je crois qu'à un moment, il était à un petit run de 9 points. 9 points plus un contre aussi. Je me suis dit, là, il donne vraiment le ton du match. Et ça aussi, ça fait quand même bien la différence, je trouve. Et le choix de Cason Wallace, il est logique parce qu'à chaque fois, même dans le premier match, finalement, ça prive les Pacers de leur arme de mettre du rythme constamment, d'être tout le temps à 2000 à l'heure. Et quand il y a Wallace, c'est quand même plus simple d'essayer en tout cas de le freiner. Et là, ça a été le cas encore. Ouais, de toute façon, ça... Déjà, c'est ce que disait Fred, en fait, ça avait marché au match 1, en fait. L'ajustement avait marché. D'ailleurs, Fred avait dit qu'il s'attendait à ce que Daigneault reste sur ce 5 de départ. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus facile en fait sur les rotations et c'est quand tous tes remplaçants sont bons parce que tous les mecs sont sortis du banc ont été bons. Aaron Wiggins a été vraiment contribué à mettre la tête sous l'eau des Pacers avec son adresse de loin. Kenrich Williams, je ne savais même pas s'il avait marqué. Je regardais en fait son box score. Il n'a pas marqué, mais 0 points. Bon. Il a été excellent en fait. Ouais, excellent. Il a vraiment été excellent dans faciliter le jeu offensif, aller chercher des rebonds, etc. Il était très très bon. Caruso était. En fait, c'est marrant parce que Caruso, ses stats sur la saison, tu vois, on se disait il est bien impliqué et tout, mais il pèse pas beaucoup. En fait, tu vois vraiment. Pourquoi c'était un deal qui a fait la différence pour OKC. Hier, il était vraiment excellent, j'ai même pas d'autres mots. Effectivement, ce qui est intéressant avec Cason Wallace, c'est qu'on sait que les Pacers, à quel point ils sont forts sur le jeu de relance, et au-delà d'assurer le repli défensif, quand tu joues avec un seul big, ça te permet de ne pas avoir de mismatch, même si tu couvres sur le rebond offensif, et c'est les situations où tu peux pas choisir sur qui tu défends. Et ça permet, je trouve, d'enlever, au-delà du jeu de contre-attaque, ça complique le jeu de transition des Pacers. Et d'ailleurs, ça pèse pas beaucoup, à part il y a eu un moment de 2 minutes peut-être en deuxième mi-temps où les Pacers ont pu mettre un petit peu de rythme, même essayer de relancer la balle sur panier marqué. Mais ça a jamais pu peser contre OKC comme ça a été le cas contre toutes les autres équipes qu'ils ont affrontées jusqu'à présent. Et ils ont encore réussi à bien étouffer Haliburton, qui a cette fois pas eu le coup de grâce du premier match, parce je crois qu'il a plus de pertes de balles que de paniers marqués. Ils ont tous été à l'œuvre pour le freiner. Il y a des séquences où on parlait de Kenrich Williams, c'est un moment il arrive à l'isoler dans un coin aussi, et en même temps t'as Chet Holmgren aussi t'as Chet Holmgren qui est devant lui, et après Kenrich Williams qui vient qui force une perte de balle. Il perd 5 ballons, c'est rare pour Haliburton quand même. Donc là, la tactique a fonctionné, sauf que cette fois ils ont vraiment appliqué les choses jusqu'au bout. Ça a fait la différence. À 17 points, 6 passes, 5 pertes de balles pour Haliburton. Il n'y a pas un seul joueur des Pacers qui a mis 20 points sur ces 2 premiers matchs. Les Pacers, alors on sait que la puissance collective, de toute façon, c'est une des forces d'Indiana.
mais pas un joueur à 20 points sur les 2 premiers matchs, c'est assez rare. C'est pas arrivé depuis 2013, hein, c'était Miami, c'était le Heat sur les finales 2013 qui avait commencé comme ça. Et surtout, je pense que sur la durée, quand tu as une superstar comme Shai Gilgeous-Alexander en face, plus aussi un gros collectif finalement du côté d'OKC, tu as quand même besoin qu'il y ait des joueurs capables de faire des différences. Ce que tu disais, Théo, là, sur l'absence de mismatch, c'est très intéressant parce qu'au final, ils n'ont pas tous les post-up qu'ils ont pu avoir par moment. Lors des séries précédentes à l'Est, tu sens Siakam un peu moins capable de dominer. Il a quand même fait 3 matchs à 30 points ou plus dans la série contre les Knicks. Là, pour l'instant, il est à 0 match à 20 points. Miles Turner non plus. Il n'y a pas tout ça. Et je veux juste revenir sur Caruso aussi, parce que j'ai l'impression que Caruso, donc pareil, si on reste en termes de stats, il a fait 0 match à 20 points sur la saison régulière. Il en est déjà à 2 sur les playoffs. Il a mis 20 points la nuit dernière, donc dans ce Game 2. J'ai l'impression en plus qu'il a mis des paniers à chaque fois qu'il y avait une... Tu sais, il y a eu quelques moments clés. Le Thunder a bien géré les moments clés en fait. Le Thunder s'est fait son avance en jouant son jeu, en étant agressif d'entrée, en profitant d'une forme de maladresse d'Indiana qui découlait aussi de la défense agressive du Thunder. Et derrière, il y a quelques moments où Indiana tente de revenir. Dans le deuxième quart-temps, à un moment, ils reviennent à plus 13 là. C'est Shai qui met un panier, derrière c'est Caruso qui met un panier. Dans le troisième quart-temps, pareil, il y a un autre moment où ils reviennent à 10-13 points. Caruso, il enchaîne avec un panier plus un 3 points. Il est toujours là dans les moments clés en fait. Il est toujours trop précieux dès qu'il sent que c'est une possession qui est importante. Ouais, c'est ça. Et puis, des deux côtés, en fait, parce que défensivement, il fait son taf. Au rebond, il gêne ou il perturbe énormément. C'est-à-dire qu'il y a les rebonds qui sont pris, mais aussi tous les rebonds où c'est pas lui qui touche la balle, mais il va avoir fait un écran retard, avoir contesté un petit peu. Et effectivement, notamment en deuxième mi-temps, le moment dont tu parles, là où les Pacers essaient de revenir, le Thunder est exceptionnel au rebond sur cette séquence, même à tel point que je pensais qu'ils avaient plus dominé que ça au bout du compte sur le match, parce que c'est une séquence où il laisse aucun rebond ni d'un côté ni de l'autre. Et ouais, Caruso il est très fort. Ce qui était intéressant sur ce match-là, c'est que finalement, ce sont les changements du Thunder qui ont forcé systématiquement les Pacers à réagir. Quand ils jouent avec les deux bigs, là, ça marche. Du coup, ils sont obligés de remettre Siakam beaucoup plus vite. Toppin, il rentre et il ressort quasiment tout de suite. Et il y avait une situation, moi, ce que j'attendais toujours, là, je me posais toujours la question de savoir si les Pacers allaient faire de la zone. Premier match, ils n'en ont pas fait du tout. Hier, ils en ont fait un petit peu. Et là, notamment, la première séquence en laquelle ils font, c'est quand il y a les double bigs en face. Je me suis noté la séquence, en fait. Ils commencent en indiv. Du côté de OKC, joue une entrée de jeu sur Korn. Alors c'est très simple en fait. Korn, c'est les deux extérieurs qui vont dans les corners. Shai à la balle et les deux grands qui sont au-dessus de la ligne à 3 points en gros. Et Shai va pouvoir choisir d'un côté ou de l'autre pour aller jouer son pick and roll. Donc il va du côté d'Hartenstein. Et comme les Pacers veulent vraiment blinder la raquette, à ce moment-là, ils passent en zone pour empêcher l'accès de Shai à la raquette. Et pour empêcher Hartenstein qui roule tout de suite, pour l'empêcher de recevoir le ballon. Ce qui fait que ça ouvre complètement le jeu à l'opposé pour Chet Holmgren. Renversement, passe pour Chet Holmgren. Et c'est le seul tir à 3 points qu'il met, c'est sur celui-ci. Mais il est totalement ouvert. Complètement ouvert. C'est le seul moment où les Pacers ont fait de la zone en première mi-temps. Ils ont réessayé un petit peu en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il n'y avait pas les double bigs. Mais par contre, tu avais Caruso qui jouait ce rôle. En fait, il était sur la ligne de fond, à faire des allers-retours en fonction du ballon et à aller jusque dans le corner. Il a mis des tirs à 3 points dans le corner, mais aussi des coupes sous le cercle en fait, où il vient dans le dos de la défense et il pose énormément de problèmes parce qu'en fait il joue comme un 4, il joue un rôle de poste 4, mais il a la mobilité, il tire à 3 points qui va avec son jeu à lui et il pose énormément de problèmes à la défense des Pacers. Ouais, un peu comme le faisait le short corner, le short roll à la Bruce Brown, etc., mais avec une vraie adresse à 3 points. Et en plus, OKC, depuis, ça fait maintenant 2 séries, à chaque fois qu'on leur propose de la zone, direct, ils ont le réflexe d'essayer de passer par le poste haut et d'avoir, je pense que je vois même la coupe dont tu parles, où je crois que c'est Hartenstein qui lui fait la passe depuis le poste haut et lui coupe Exactement. Sous le cercle. OKC, en fait, gère de mieux en mieux chaque type de défense qui lui est proposé. Ça me permet de parler de Shai Gilgeous-Alexander, qui a retrouvé de la justesse dans son jeu. Ce match-là, finalement, il est meilleur dans ce match-là que dans le premier. Pas seulement parce qu'il a de l'efficacité en termes de réussite au tir, mais j'ai trouvé aussi que dans la création, je trouve excellent. Il termine avec 8 passes. En fait, il lit bien chaque situation. Il crée pour les autres. Pareil, c'est à l'image du Thunder, quoi. C'est chaque défense qui m'est proposée, je vais trouver la solution et je vais trouver la bonne solution. En fait. Et il y a suffisamment de talent dans mon équipe en plus pour que ça paye. C'est ça, mais ces choix sont bons. Il y a eu quelques passages dans le premier match où
où justement il donnait un peu l'impression de forcer ou d'être un tout petit peu à contretemps, ce qui lui arrive très rarement quand même, hein. On parle d'un mec qui a été MVP sur la saison, qui fait très souvent des bons choix, qui est efficace la plus grande majorité du temps. Là, j'ai trouvé que tout cliquait pour lui, tous ses choix étaient bons, il impliquait tout le monde. Quand la défense adverse est agressive sur lui, il lâchait. Quand il fallait y aller, il y allait. Et ça fait qu'il est sur une campagne qui est incroyable, hein. J'avais noté les chiffres, mais donc là, les 2 premiers matchs, ces 2 premiers matchs de finale, donc il en est à 72 points. Il n'y a jamais personne qui a mis plus de points sur ces 2 premiers matchs en carrière en finale NBA. Il y avait Allen Iverson avec 71 et là maintenant Ali Burton à 72. C'est aussi le 12e joueur dans l'histoire qui atteint la barre des 3000 points marqués quand tu cumules saison régulière et playoff. Et bon, les autres, je ne vais pas vous citer les 11 autres, hein, mais il y a Jordan, il y a Kobe, Kevin Durant, Harden plus récemment, Shaq, Doncic aussi. Donc ce qu'il est en train de faire est assez incroyable et exceptionnel, mine de rien. Il faut évidemment tout mettre en perspective parce que sur les 2 premiers matchs, on va peut-être pas forcément, ils vont peut-être pas rester dans l'histoire, ces 2 premiers matchs, dans les mémoires. On va pas se dire, les 2 premiers matchs de Shea, incroyable, alors que celui d'Iverson, le premier lors des finales contre les Lakers, on s'en souvient tous. Mais c'est vraiment à son image, c'est cette espèce de constance et d'efficacité qui est. Puis, à nouveau, je reviens sur le style du joueur, mais son footwork, sa fluidité athlétique, c'est chaque match, moi, je m'en lasserai jamais, je pense. C'est pour ça que je sais qu'il est parfois un peu décrit comme une superstar. J'ai lu superstar boring, un peu ennuyeuse, qui manque un peu de relief, tout ça, mais c'est tellement beau à voir en action, quoi. Juste, je rajoute une stat, Théo, une stat de plus, parce que je la trouve aussi assez dingue. Il est à 11 matchs à 30 points ou plus et 5 passes ou plus sur ses playoffs. Il n'y a que 2 joueurs qui ont fait pareil, c'est Michael Jordan et LeBron James. Et tu vois, par exemple, pour LeBron, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plus quand même. LeBron, tu te dis, bah ouais, c'est LeBron qui a le record sur une campagne de playoffs de 30,5 passes. Même Jordan, 30,5 passes, tu vois, des choses qui sont faisables. Donc, il les a égalés et en fait, il va les battre au cours de cette série. C'est sûr, il va faire un autre match à 30,5 passes. Et donc, sur une campagne de playoffs, même après Jokic, 30 points, ok, il les met moins, etc. Mais sur une campagne de playoffs, le joueur qui aura le plus de matchs à 30,5 passes, ça sera chez Gilgeous-Alexander quand même. Pardon, vas-y Théo. Ouais. Non, mais il est juste incroyable. Moi, j'avais marqué, tu sais, je prenais mes notes au fil du match. À un moment, j'ai juste marqué masterclass. Ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, sur la deuxième mi-temps, tout est en contrôle, tout est bien géré. Ce que j'avais sur le premier match, en fait, moi, j'avais aimé son agressivité de début de match parce que je me suis dit, voilà, c'est leur première finale. Il veut montrer à son équipe, on n'a pas peur, on joue. Mais il avait manqué beaucoup d'efficacité, notamment sur la première mi-temps. C'est pour ça que j'avais dit, moi, j'avais trouvé qu'il n'était pas dans ses standards en termes d'efficacité. Il lui avait fallu 30 tirs pour mettre 38 points. C'est pas son registre, quoi. Et là, il a été. J'ai trouvé que tu voyais vraiment que c'est une équipe. Enfin, on sait que c'est une équipe qui vit bien, mais ils saisissent l'importance des choses, en fait. C'est-à-dire que le début de match, clairement, je pense que le message, ça a été de dire. Shea, il peut pas tout faire pour nous. Faut que tout le monde soit agressif. Deuxième panier du match pour OKC, c'est Chet Holmgren qui le met et il met avec un drive vraiment agressif vers le cercle. J'ai trouvé Chet très très bon. Jalen Williams a eu d'excellents passages les moments où SGA n'était pas sur le terrain, mais il manque encore un petit peu d'adresse. Il peut à 5 sur 14 au tir, il passe un peu à côté en termes d'adresse. Mais j'ai trouvé que voilà, chacun avait pris ses responsabilités et Shea, il a mis un petit peu de temps, je sais plus, il reste. Il y a peut-être 5 ou 6 minutes qui se sont passées avant qu'il prenne son premier tir. Et après, par contre, il a été constant, quoi. Il était constant, tout est dans la régularité. Ce dont tu parlais, Shai, moi je le comprends pas, hein, c'est un super beau joueur. Le fait que les gens se désintéressent de lui, techniquement, c'est propre comme tout. Quand il joue, c'est un contre un. Tu sens qu'il cherche à mettre le défenseur sur le reculoir. Dès qu'il y a une erreur, tu payes. Dès qu'il y a une erreur, et c'est des petites erreurs, hein. La défense des Pacers sur Shea, elle est excellente. C'est juste que dès qu'il y a une petite erreur, tu payes. Il peut aller sur sa gauche, sur sa droite. Il a des fadeaways. Il y a une situation là où effectivement il drive. Il se rend compte que l'aide est venue. Et vraiment, c'est en une fraction de seconde. Il se rend compte que l'aide est venue. Donc il y a quelqu'un qui est tout seul, sauf que le joueur qui est tout seul, c'est Aaron Wiggins qui est derrière lui. Et tout de suite, il capte, il se retourne, il trouve Aaron Wiggins qui est même pas dans sa ligne de visée. Tir à 3 points d'Aaron Wiggins, c'est la démonstration d'un MVP qui est dans son prime. Alors, c'est le début de son prime, certainement. Je pense que le meilleur est même pas encore là. Mais il a été impressionnant. Et puis, ce côté flegmatique, c'est la force de cette équipe du Thunder.
C'est pour ça que je suis pas surpris de leur réponse et la manière dont ils ont répondu. Il n'y a pas de moment où ils sont là, tu l'avais dit, Shai, je crois, en train de hurler face au public, etc. Jamais. C'est une machine de destruction, en fait. Ça commence et derrière, ça s'arrête jamais. Et pendant 48 minutes, c'est une espèce de rouleau compresseur et avec les rotations, etc. Et en fait, quand je dis ça, c'est marrant, ça va te faire sourire, peut-être, Shai, l'image, ce à quoi ça me fait penser, c'est Team USA, mais l'équipe féminine. Ouais. Où, pendant des années, ils étaient avec leur rotation, étaient au bout d'un quart-temps, mais il y a l'équipe en face, elle accroche un peu. À la mi-temps, l'équipe en face, ça se dit, bon, on n'en est pas si loin, etc. Sauf que ça s'arrête jamais, en fait. Et t'as les rotations qui arrivent et qui t'écrasent, et à la fin, t'es à -20. Et tu dis, mais je comprends pas, on était dans le match, mais en fait, t'étais pas vraiment dans le match. C'est parce que c'est une machine, quoi. Ah, c'est ça. J'ajouterais qu'aussi pour Shea, il y a cet aspect dont on parle plus trop, mais ça, je veux dire, le simple fait qu'il soit intéressé par la chose défensive, qu'il soit dans le move avec tous les autres. Alors les stats à nouveau, ça reflète pas tout parce que c'est un effort collectif, mais sur les 10 interceptions, il en fait 4, il réussit un contre, il tient ses joueurs. Enfin, je veux dire, il est pas. Je trouve que c'est impressionnant et on oublie à quel point c'est un joueur complet. C'est un MVP, ok, c'est un attaquant fantastique, finisseur. Décrocheur de lancer franc, je vais pas dire marchand, free throw merchant, on va pas aller là-dedans. Il est tellement complet en fait. Et là, l'aspect création aussi dont parle Antoine, je le trouve presque un peu sous-coté aussi parce que le nombre de passes décisives aussi est toujours à relativiser pour certains joueurs. On sait qu'il y en a qui vont faire 10-12 passes, mais selon les séquences de jeu, ça veut pas toujours dire grand-chose. Je le trouve de plus en plus complet et c'est impressionnant, quoi. Non, clairement, sur Shea, c'est difficile de rajouter des trucs en plus. Hein. Je suis retombé sur la stat, d'ailleurs, c'est une des stats que j'avais mise de côté, mais que j'ai oublié pour le côté interception. Dans l'histoire, pareil, quand tu cumules saison régulière et playoff, il n'y a que 2 joueurs qui ont fait 3000 points, 600 passes et 150 interceptions, plus 80 blocs, et c'est Michael Jordan et Shai Gilgeous-Alexander. Jordan sur la saison 91-92, et Shea sur celle-là. Enfin, donc c'est sur le côté vraiment complet, joueur complet, presque total. Je trouve que c'est assez époustouflant. Vas-y. Pardon, vas-y. Non, c'était un des arguments aussi principaux de sa campagne de MVP, c'est que on sait que la campagne de Nikola Jokic était historique, mais celle de Shea aussi, en fait, et notamment pour son poste, et que ça le place parmi les meilleures saisons des meilleurs arrières de tous les temps. C'était pour ça que cette course pour le titre de MVP était aussi accrochée. Finalement, ça a basculé du côté de Shea, mais ouais, sa saison est juste dingue. Moi, je veux revenir sur le flegme dont vous parliez, parce qu'effectivement, on l'a dit souvent, le Thunder est à son image. Il y avait quand même... Ça paraît simple, et surtout là, avec le recul, on voit qu'OKC a gagné, on oublie encore cet aspect-là, mais tu perds le premier match à domicile, le premier match des finales. Il y a une immense pression sur le Game 2, en fait. Tu joues déjà presque ta survie, tu joues déjà ta finale sur le Game 2. Tu vois, les Pacers, leur finale, ils vont peut-être la jouer que sur le Game 4. Si les Pacers perdent le Game 3, ils peuvent encore se dire, ça va, on est dans le coup. Tu vois, leur finale va commencer... Bon, alors, elle a déjà commencé au Game 1 quelque part, mais... Ils vont jouer leur finale sur le Game 4. OKC jouait déjà sa finale sur le Game 2. Si tu es mené 2-0 après avoir perdu les 2 premiers matchs à domicile, tu peux te retrouver dans un trou. C'est une équipe jeune. Tu t'es fait abattre sur un comeback et ils reviennent et il n'y a pas de panique. C'est tout ce que vous avez dit. C'est juste notre formule fonctionne. On va suivre notre formule. Ça va jamais s'arrêter et on va gagner ce match. Après tout, Indiana, en 2 matchs, a mené l'équivalent peut-être de quelques secondes au score. Ils ont mené un petit peu par moment cette nuit dans le premier quart-temps. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a... oui, juste au début. Oui, parce qu'après, il y a le 19-2 qui est passé là, dans le second quart-temps. Donc, sur l'ensemble des 2 matchs, tu n'as été mené que quelques secondes. Ouais, mais c'est fort quand même d'avoir gardé cette assurance et de pas avoir cédé sous cette pression. On rappelle que c'est une équipe jeune et c'est à l'image de Shea, finalement, de Shea et de tous les autres qui suivent son exemple, et de Caruso évidemment, d'Hartenstein, etc. Mais tu fais bien de rappeler que les Pacers ont gagné le premier match et qu'il y a un partout, parce que c'est vrai qu'on peut penser qu'on parle que du Thunder et qu'on les imagine déjà gagnants. Je pense qu'on est tous les trois à les imaginer gagnants et que le premier c'était un petit accident, ou en tout cas un match un peu hors du temps avec ce qui s'est passé à la fin, mais les Pacers, t'as raison, ils ont totalement raison de se dire qu'ils sont encore dans le coup, que cette défaite-là, elle est finalement attendue, parce que c'était le scénario auquel on s'attendait. Mais
je pense Carlisle doit quand même déjà réfléchir parce que ce qui s'est passé là sur le Game 2, moi, c'est ce à quoi je m'attends pour le reste de la série, même avec le fait que ça joue maintenant à Indiana. Les minutes sont à Liberton, moi, elles m'inquiètent un peu, alors que c'est un banc que j'aime bien, que je trouve très dynamique, très tranchant. Je vois pas Mathurin, je vois les autres, je les trouve un peu discrets. Avec Haliburton, ça n'a pas été simple, et sans lui, je trouve que c'est aussi compliqué en fait. Il y a des aspects à préparer, et je ne doute pas que Carlisle va le faire très bien sur le prochain match. Ouais, j'avais envie de dire, moi, les minutes avec Haliburton m'ont inquiété aussi, parce que finalement, il termine meilleur marqueur, il termine meilleur marqueur des Pacers au bout du compte. Parce qu'il marque dans le 4e quart-temps quand le match est déjà hors de portée, honnêtement. Et alors, effectivement, il y a les balles perdues, il y a la très bonne défense. Il y a la très bonne. Non, ça commence comme ça, en fait. La défense d'OKC, il faut qu'on le redise à chaque fois, elle est exceptionnelle. C'est vraiment. C'est un truc de malade. Et d'autant plus face à un meneur avec une aussi bonne lecture que Haliburton, notamment qui arrive à anticiper les aides défensives. Là, hier, il trouvait pas la solution, quoi. Et c'est fou, il y a même des situations, tu as l'impression presque qu'ils font de la run and jump en défense, le Thunder, où ils défoncent hyper agressivement. Et dès que l'attaquant commence à mettre un dribble, où tu dis il va peut-être commencer à pouvoir passer son défenseur direct, boum, t'as Caruso, t'as Dort qui vient sauter dans la ligne de manière hyper agressive sur le porteur de balle. Et hier, en tout cas, Haliburton et TJ McConnell dans une moindre mesure n'ont pas réussi à sanctionner en trouvant tout le temps mec démarqué, parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. Mais malgré tout, ceci étant dit, et c'était déjà le cas dans le match 1, quand j'en parlais avec Fred dans le récap, Haliburton, c'est le héros du match 1, même si c'est lui qui met le panier de la gagne, même si certainement c'est Akam qui a été le meilleur joueur sur la durée du match. Mais finalement, il prend le contrôle. Mais pendant tout un moment, je me dis, mais il est où Haliburton, quoi? Et hier, il y a quand même de longs moments où il est passif. Il n'y a pas que les moments où il perd les ballons et où la défense le fait déjouer. Et je sais bien que c'est pas un... Je m'attends pas à ce qu'il mette 30 points. C'est pas ça du tout. Mais l'agressivité offensive, en tout cas, dont il a fait preuve à la fin, elle était pas là pendant plus de 3/4 temps. Et malheureusement, ils ont besoin de ça. C'est un peu tout le paradoxe, en fait, c'est les forces et les faiblesses des Pacers, et c'est la raison pour laquelle, au final, c'est quand même à la fois un peu une surprise de les retrouver ici, à la fois ça montre à quel point, des fois, les qualités de Tyrese Haliburton sont mal comprises, par moi le premier, tu vois, à quel point c'est un joueur dur à jauger, ce qui explique aussi pourquoi il a peut-être été perçu comme surcoté, même si là, on se rend compte que c'est évidemment une erreur, une terrible erreur d'avoir pensé que c'était le joueur le plus surcoté de la NBA. Et dans le même temps, paradoxalement, en fait, c'est tout un mélange de paradoxes à Haliburton et les Pacers. C'est quand tu vois le premier match, alors de toute façon, côté, sous-côté, sur-côté, c'est toujours une question d'appréciation parce que c'est lié à quelque chose, à un référent. Mais le premier match, le game winner d'Haliburton, donc un exploit de plus d'Haliburton, il peut te faire... Tu peux vite t'enflammer à son sujet, tu vois. Alors qu'Haliburton, c'est une superstar très particulière et c'est pas une superstar comme chez Gilgeous-Alexander. Et du coup, c'est particulier parce que les Pacers ont besoin qu'il soit agressif, mais en même temps, et on l'a déjà répété tellement de fois, c'est pas le meilleur joueur pour battre ses vis-à-vis. Alors, tu peux être agressif d'autres manières, mais les Pacers vont avoir besoin qu'Haliburton lance vraiment son équipe dans le match, en fait. Et pas juste à attendre la fin, parce que Haliburton, il peut être exceptionnel dans les moments clutch. En fait, si le Thunder peut se permettre de réciter son jeu match après match, il y aura très peu, voire pas du tout de moments clutch, en fait. Il y en aura peut-être pas. Mais normalement, là où il est fort aussi, c'est au-delà de l'agressivité sur des périodes courtes, c'est en faisant bien jouer les autres et que tous les autres arrivent à être productifs autour de lui, quoi. C'est aussi ça, c'est sa grande force. Et même les matchs où il prend pas beaucoup de tirs, où il marque pas beaucoup, en général, quand les autres sont efficaces avec lui, ça fonctionne bien. Là, ça n'a pas été le cas. Il a pas réussi lui le premier, parce que c'est le chef d'orchestre, il a pas réussi à rendre d'autres shows, entre guillemets, que ce soit Siakam ou les autres qu'on a l'habitude de voir contribuer, ou Miles Turner, ou même Mathurin. Je disais qu'on n'a pas vu Mathurin, il a marqué un peu, hein, mais bon, ça reste anecdotique. Et Turner était très... Moi, j'ai trouvé que Miles Turner, il avait été très bon hier, que ça avait été un des meilleurs Pacers sur ce match-là. Mais après, vas-y. Non, j'allais rebondir sur ce que tu disais, en disant c'est pas le meilleur pour battre son vis-à-vis en 1 contre 1 Haliburton. En fait, je pense que il bat son vis-à-vis, mais en fait, sa force, c'est de pouvoir battre son vis-à-vis pour déclencher une aide défensive
et sanctionné par le avec la collectif. passe. Voilà. Exactement. Pas forcément pour finir par lui-même. Et en fait, finalement, son impact, pour lui rendre hommage quand même, son impact, on l'a pas senti hier, principalement parce que la défense du Thunder a beaucoup mieux défendu sur les situations de kick-out, quand ils fixent, ils ressortent, et notamment sur les tirs à 3 points. Hier, les Pacers, ils ont eu très très peu de vrais tirs, de tirs à 3 points en réception de tir. Il y a tout un tas de situations où les joueurs ont reçu la balle, mais ils ont été obligés de bouger en fait avant de prendre le tir. Que ce soit en prenant un dribble, que ce soit en faisant une espèce de pump fake pour faire sauter le défenseur et prendre le tir derrière, ou simplement en devant bouger les appuis juste avant de recevoir le tir plutôt que de le recevoir et de monter tout de suite dans le tir. Et ça a fait une différence énorme parce qu'on sait qu'OKC, c'est une équipe qui habituellement concède des tirs à 3 points, mais là ils ont tout contesté. Il y a eu très très peu de vrais tirs ouverts et je pense qu'effectivement c'était peut-être potentiellement un match où en temps normal, tu vois, il aurait mis le même nombre de points à Liberton, mais il aurait terminé avec 12 passes, quelque chose comme ça. Ouais. Sauf que là, en fait, la défense sur les shooters était tellement bonne que ça a fait baisser effectivement son nombre de passes décisives, mais ça ne veut pas dire que lui, il n'a pas fait le boulot. Le truc, c'est que derrière, si les autres ne peuvent pas être aussi efficaces, le regard, il se tourne vers tes deux meilleurs joueurs. Et en fait, les Pacers, ils ne peuvent pas gagner en fait, face à cette équipe du Thunder si OKC arrive à aussi bien défendre sur les joueurs de complément et que Siakam et Haliburton ne portent pas plus l'attaque par eux-mêmes. J'allais exactement dans le même sens. J'allais dire battre son vis-à-vis, c'était pas nécessairement juste pour marquer, c'est juste pour déstabiliser vraiment cette défense du Thunder. Et le Thunder, on en revient au Thunder, et à la défense exceptionnelle. C'est vrai qu'il casse cette circulation de balles, il te laisse moins d'espace. C'est pas juste l'agression sur le porteur de ballon, c'est aussi la manière de réduire tous les espaces et d'offrir moins de shoot. Et les Pacers, sur le premier match, ils sont à 46% à 3 points. Je veux dire, quelque part, oui, c'est presque normal qu'ils ne le perdent pas. Ils en mettent 6 dans le quatrième quart-temps, tu vois. Alors oui, il y a un comeback, mais 46% à 3 points, c'est immense, tu vois. Et là, sur ce match-là, ils sont juste à 35. Juste à 35, c'est correct en plus. Et d'un coup, tu vois l'écart, il y a 16 points d'écart. Alors le Thunder a aussi mis des 3 points. Il y a aussi une bonne adresse. Plus qu'au match 1 notamment. Exactement. Le gap était énorme au match 1. Et Wiggins et Caruso ont beaucoup apporté à 3 points dans ce domaine. Je crois que Caruso, il en met, je sais pas, 4 et Wiggins 5 ou un truc comme ça. Je ne sais plus combien on met exactement Caruso. Donc ça fait 9 à eux deux, tu vois. 9 à eux deux, c'est énorme. C'est 2 joueurs de banc. 9 avec 2 joueurs de banc, sachant que Jalen Williams, il ne met pas encore nécessairement ses 3 points depuis le début de cette série. Mais oui, sur Haliburton, je partage du coup tout à fait tout ce que tu disais. Mais je m'attends quand même à ce que Haliburton à domicile, Haliburton et les Pacers en général, hein, ils arrivent mieux à rester proches dans les matchs à la maison quand même. Et je pense que le contexte va faire qu'on va le voir plus agressif, et que les Pacers dans l'ensemble vont être plus tranchants à mon avis. Enfin, ça n'empêchera pas qu'OKC a toujours ces armes-là à disposition pour être largement au-dessus, mais la foule, le public à Indiana fait quand même du gros boulot depuis le début des playoffs et de la saison, et je pense que c'est un paramètre non sportif, hein, mais je pense que ça entre aussi en ligne de compte. T'as raison Antoine, le match 4, c'est dans l'idée le plus important peut-être, mais le 3 quand même, si les Pacers arrivent à réduire un peu l'écart ou l'impression d'écart de niveau qu'il y a eu sur les 2 matchs, parce que vraiment c'est fou, ils sont menés tellement peu de temps dans les rencontres que s'ils arrivent à réduire cet écart-là et à faire un peu plus jeu égal sur l'ensemble du match, on aura cette impression que le coup est quand même jouable, vu qu'ils ont déjà réussi à en prendre un au OKC. Et c'est la première fois qu'Indiana ne mène pas 2-0 depuis le début des playoffs. L'ironie, c'est qu'Haliburton a été meilleur à l'extérieur depuis le début des playoffs. Mais bon, après, pour tuer les matchs. Ouais, mais surtout, en fait, il a été plus tranchant à l'extérieur qu'à d'autres. Mais bon, c'est un détail, parce que les autres, par contre, effectivement, et notamment tous les role-players, j'imagine, j'ai pas les stats sous les yeux, mais j'imagine qu'ils sont tous plus adroits dans leur salle qu'à l'extérieur. Je sais que par contre, pour Haliburton, c'est l'inverse. Et il a été excellent au Garden, il a été excellent à Milwaukee, à Cleveland. Il a été très bon. Enfin, il a tué OKC sur le game 1. Mais bon, oui, on peut évidemment s'attendre à ce que les Pacers soient meilleurs chez eux. Et tu as raison, le Game 3, ça leur permet... Ils peuvent vachement se remettre en confiance. C'est tout de suite... Parce que, mine de rien, sur ces 2 premiers matchs, eux ont fait le taf. Ils ont repris l'avantage du terrain. Maintenant, va falloir le défendre d'entrée sur ce Game 3. Ouais, complètement. Mais c'est littéralement ce que j'allais dire. En fait, si t'es Carlisle,
tu repars, tu dis mais c'est bon, nous on a fait le job, on en a pris un chez eux, on a l'avantage du terrain, on va pas paniquer, nos shooters vont être meilleurs au match 3, on a des ajustements qu'on va pouvoir mettre en place. Hein, moi je garde toujours un œil sur cette histoire de zone, j'en fais pas une je fais pas une fixette, mais je pense que c'est quand même une carte que potentiellement se garde Carlisle dans la poche le plus longtemps possible. Donc si t'es les Pacers, tu peux arriver très confiant hein, pour ce match 3, d'autant que bon là tu perds mais t'en as pas pris 40 non plus. Tu peux te dire, bah, nos stars elles sont passées un peu à côté, mais elles vont rebondir. Et je pense que c'est une vraie donnée. Tu sais qu'elles peuvent rebondir et qu'elles vont le faire. De la même manière que j'étais à peu près certain que Chet Holmgren et Jalen Williams allaient rebondir après le match 1. Ils l'ont fait parce que tu sens que ça fait partie de leur ADN. Donc les deux matchs qui viennent du côté des Pacers, tu peux les aborder en étant raisonnablement confiant si t'es un fan d'Indiana, clairement. Vous avez vu, Chet a demandé du respect pour Caruso en disant que c'était leur GOAT. Ça me fait plaisir. Leur GOAT. C'est leur GOAT, c'est notre GOAT. Il a dit, je sais plus quelle était la question, mais manquez pas de respect à notre GOAT. Genre, incroyable, Caruso a mis 20 points, genre c'est un miracle. Non, manquez pas de respect, c'est notre GOAT. Bah, c'est leur leader spirituel d'une certaine manière. C'est le mec dans cet effectif qui a été sacré. C'est lui le plus expérimenté à ce niveau de la compétition, quoi. Il a déjà joué des finales, il a déjà remporté un titre, il connaît plus ou moins le chemin, même s'il avait peut-être... Après, si, même sur les finales, il est titulaire, je crois, au dernier match contre Miami. Il me semble qu'il est titulaire sur le dernier match de la série. Donc, il avait un rôle important. C'est quand même un joueur qui a pesé, même dans ce sacre des Lakers dans la bulle. Forcément, il a un impact exceptionnel sur ses playoffs. Sans ce trade, je pense qu'OKC n'est... Je sais même pas, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'OKC serait même pas en finale. Le double trade, de toute façon, le double trade à Hartenstein, enfin le recrutement Hartenstein-Caruso, bah c'est pour ça que Sam Presti a été aussi élu GM de l'année. Hein. Parfois dans les trophées de fin de saison sur les GM, c'est un peu, enfin, je suis pas toujours d'accord avec le vote. Là, ça veut dire c'est clinique quoi, c'est deux ajustements intelligents. Et qui font une différence énorme. Caruso, puis mais voilà, Hartenstein, il a manqué le début de saison, mais on a vu tout de suite ce qu'il a apporté et ce qu'il apporte sur des courtes séquences. Je crois que c'est Théo qui l'a dit au début de tout à l'heure, mais t'as l'impression sur les stats, c'est pas toujours incroyable, mais sur des petites séquences, il est excellent. Il est encore excellent. Même les fameuses 5 minutes où il joue avec Holmgren, à un moment, ils se font un petit alley-oop près du cercle, il défend bien, il joue intelligemment, il fluidifie aussi. Enfin, c'est tout est bien vu. En fait, ces deux trades, ça donne un luxe fou à OKC, c'est qu'ils peuvent choisir la manière dont ils veulent jouer. Ils peuvent vraiment choisir, parce qu'en fait, il n'y a aucun... Le problème, en fait, de Josh Giddey, que j'aime beaucoup, en fait, c'est que quand il était sur le terrain, tu savais que tu pouvais l'exploiter en défense et que de l'autre côté, tu pouvais le laisser ouvert à dire bah vas-y, mets tes tirs à 3 points. Là, il n'y a aucun joueur en fait à qui tu peux faire ça avec le Thunder et j'arrête pas de le répéter, mais c'est complètement dingue ce que tu parlais tout à l'heure de l'implication défensive de Shai Gilgeous-Alexander, qui est un très bon défenseur. Hier, il va voler un ballon dans les mains d'Ali Burton là, en deuxième mi-temps notamment. Il y a des tas de situations, tu dis, mais c'est le moins bon défenseur sur le terrain, c'est un truc de malade, tu peux pas vraiment choisir. Alors si, tu peux essayer de mettre, de poster Siakam sur Cason Wallace, si tu peux, parce qu'il y a une différence de taille qui est telle que c'est un avantage. Mais c'est pas remettre en question les qualités défenseurs de Cason Wallace, qui est excellent, et hier qui était très bon encore. Et ce double trade, en fait, il est 100% gagnant pour OKC, parce que si tu es en face, tu dis, mais en fait, c'est quoi la faiblesse qu'on peut attaquer ? C'est quoi la faiblesse qu'on peut attaquer ? Et je pense que malgré tout, c'est pour ça que je reviens quand même sur cette histoire de zone, s'il y a une faiblesse potentiellement, c'est de se dire, est-ce que les shooters d'OKC sont suffisamment bons pour continuer à prendre des tirs s'ils sont ouverts, notamment si on arrive à laisser les shooters qu'on identifie comme étant les moins fiables, et je mets des guillemets, donc Chet Holmgren par exemple, est-ce qu'il est prêt à prendre 7 tirs à 3 points si on le laisse tout seul ouvert ou pas. Mais c'est la seule chose. Et en fait, tu tombes sur un match comme hier où il y a Aaron Wiggins qui sort et qui fait 5 sur 8. T'es mort, en fait. T'es juste mort. Ouais, mais ça, c'est sûr. Mais en fait, finalement, ça fait 2-3 ans que c'est la faiblesse identifiée d'OKC. C'est plutôt leur attaque et leur absence de régularité éventuelle à 3 points. Ou en tout cas, le fait que tu sais que tu vas pouvoir laisser quelques gars potentiellement ouverts. Dort, pareil, est-ce que Dort, s'il prend 12 tirs à 3 points, 10 tirs à 3 points, pareil pour Holmgren, c'est énorme. Tu peux vivre avec ça. Dallas a vécu avec ça. Donc, pour battre le Thunder, faut que tu puisses faire une zone
ou une défense où tu vas ralentir, fermer du mieux possible l'accès au cercle haché, ce qui est de plus en plus difficile. Hein. D'ailleurs, au passage, même lui, ça, il le gère de mieux en mieux, ses possessions, ses isolations, mais fermer le plus possible l'accès au cercle haché, espérer que les shooters ratent, et dans le même temps, il faut que tu aies une attaque suffisamment forte pour prendre le dessus sur la défense du Thunder. Et je pense, malheureusement pour Indiana, même si peut-être que sur ça je me trompe, j'ai l'impression que pour avoir une attaque suffisamment forte pour pousser le Thunder à la faute, faut que tu aies... Je vais reprendre un match de saison régulière. Je sais que c'est pas très parlant, mais les Lakers, ils ont mis 30 points au Thunder sur un match de saison régulière. C'est pas parlant. Sur une série, OKC aurait battu les Lakers. Il n'y a pas de doute. Mais quand tu as suffisamment de très forts créateurs offensifs, ce qui est le cas de Los Angeles, où ils en ont quand même 3 élites, ou 2 élites plus, et un qui est pas loin d'être élite, là, tu arrives à créer suffisamment de problèmes à la fois en attaque, et il faut que tu aies une bonne défense derrière. Et les Lakers, en jouant petit, avaient suffisamment d'éléments pour finalement rester face aux joueurs du Thunder, et forcer des tirs à 3 points qui ne sont pas forcément ceux que tu as envie de prendre en étant OKC. Et là, Indiana, moi, c'est là la donnée sur le reste de ces finales. Je ne sais pas s'ils ont ça en stock, quoi. Mais on va le voir. Et finalement, ils sont déjà à 1-1. Pour beaucoup, c'est déjà une surprise d'être à 1-1, mine de rien. Ils ont déjà pris un game. Mais c'est le profil, il va falloir être... Je pense effectivement faire de la zone, espérer des paniers ratés et trouver vraiment des solutions pour perturber cette attaque. Eux, ça passera peut-être pas. Donc, ça passera pas par plusieurs créateurs offensifs, mais ça va passer par déstabiliser suffisamment la défense pour avoir plein de tirs ouverts, des tirs ouverts à 3 points, des tirs ouverts à 3 points dans le corner et ensuite, évidemment, les mettre. Mais ça, pour le coup, ils le font depuis le début des playoffs. C'est une équipe qui défie les attentes. Moi, je vais aller jusqu'à m'avancer et dire que je pense qu'ils vont prendre un des 2 matchs à domicile quand même, parce qu'ils vont réagir, ils vont étudier évidemment tout ce que là, tout ce qu'on vient de dire, ils l'ont déjà en tête, hein, tous les axes pour déranger un peu plus cette équipe. Je veux dire, ils sont tellement à chaque fois qu'on les croit trop loin, trop juste, ils arrivent toujours à trouver des solutions et à mon avis sur les matchs à domicile ils vont réussir à en prendre un quand même. Oui, c'est fort possible. De toute façon, on sait que la grosse variable finalement sur les matchs à domicile à l'extérieur, elle est plus sur le rendement des joueurs de rotation que sur les stars, et que notamment sur l'adresse de loin, c'est souvent quelque chose qui joue. Donc c'est pas du tout... Enfin, il y a une logique à penser que les Pacers seront bien plus adroits à 3 points, que le Thunder, du moins leurs joueurs de rotation, le seront moins. Et dans ce cas-là, on sait à quel point ça fait la différence. Ce qui était intéressant hier, c'était de voir parfois OKC prendre les Pacers à leur propre jeu. Il y a un moment où c'est OKC qui joue la relance systématiquement et qui pose des problèmes, même si les Pacers ont une excellente défense sur transition, qui arrive à trouver des solutions pour renvoyer vite la balle du côté adverse. Ça va être intéressant je reviens sur la zone. La difficulté, c'est que j'ai l'impression que le Thunder a énormément appris dans la série face aux Nuggets, et je pense pas qu'ils feront l'erreur de penser qu'ils peuvent battre la zone uniquement par le tir à 3 points, et je pense qu'ils trouveront maintenant de l'alternance, que ça soit en passant par Caruso, que ça soit en jouant même avec les 2 bigs, hein. Tu peux jouer avec 2 grands face à la zone, et et les talents de playmaker d'Isaiah Hartenstein, c'est vraiment un truc qui est... j'adore ce joueur. Je sais pas si vous avez vu passer, mais il y avait, dans le cadre d'une interview, il a raconté qu'il avait été coaché en jeune, il avait été coaché par son père, et qu'il y avait des matchs où son père lui interdisait de prendre un tir dans certaines séquences. Par exemple, ce carton, tu n'as pas le droit de tirer. Il faut que tu crées pour les autres, il faut que tu développes ton jeu de passe, et c'est un excellent passeur. C'est ce qu'on avait vu un petit peu en toute fin de saison l'an dernier en play-off avec New York, qu'il pouvait jouer un petit peu en passant par lui au poste haut. Et donc, je pense vraiment, encore une fois, le Thunder a énormément d'atouts pour pouvoir attaquer même des zones ou des défenses qui leur posent problème. Mais pour autant, je te rejoins, Shai, dans le sens où ce qu'on sait maintenant, et ce qui est sûr, c'est que les Pacers s'arrêteront jamais de jouer. Et donc, quand tu continues d'y croire et que tu as le public qui pousse derrière, tu as toujours une chance. D'autant que la défense des Pacers, c'est une très très bonne défense quand même. Ils sont impressionnants en play-off. Il y a vraiment 2 visages presque, j'ai l'impression. Et ce qu'ils sont capables de faire défensivement... En fait, si tu regardes ce qu'ils sont capables de faire défensivement et leur force, c'est pas si étonnant que ça, en fait, qu'ils soient en finale. C'est juste c'est une équipe qui est atypique parce qu'elle repose pas sur une superstar classique, que Siakam n'est pas une deuxième option classique non plus. Mais il y a les éléments qui te font regarder d'un point de vue froid et analytique. Tu dis, si, c'est pas étonnant qu'ils soient en finale. La difficulté, c'est que l'équipe d'en face, défensivement, c'est encore 2 étages au-dessus, quoi.
Ça, c'est une grande attaque et une bonne défense. Et d'ailleurs, ils courent d'un côté, ils courent de l'autre aussi. Tu Oui. parlais du repli. C'est vrai que sur le premier match, notamment, ils perdent beaucoup de ballons, mais ils prennent peu de points, en fait. Ils prennent peu de points sur les turnovers. Et ça les aide à pas se retrouver à moins 30. Parce que tu peux remonter d'un moins 15, mais des comebacks où c'est moins 25, moins 30, c'est beaucoup plus rare. Surtout, où on a tendance après à vite, au bout d'un moment, sortir les titulaires. Et le fait que tu n'es pas à moins 25, c'est aussi parce que tu n'as pas pris une sauce sur tous les turnovers, parce que tu reviens vite en défense. Moi, j'ai aucun doute non plus sur le fait qu'Indiana puisse prendre un match à domicile. Je veux dire, là, l'idée, c'est pas de dire que OKC va gagner les 3 suivants. Je pense que c'est pas tant ça. C'est plus se demander est-ce que Indiana, finalement, a vraiment les armes pour battre OKC. Mais bon, c'est une question qu'on s'est déjà posée. Pour gagner 4 fois, pour gagner 4 fois, c'est compliqué. Pour gagner 3 fois de plus. Mais ça reste une. Enfin, de toute façon, c'est pas. Voilà, il y a 1-1. Je me suis projeté comme ça, mais effectivement, on est à un partout. Et Hartenstein, d'ailleurs, au passage, il fait 4 passes décisives dans le match d'hier. Je repense à ce que tu as dit, Théo, c'est l'anecdote sur son père. En fait, c'est l'exact inverse de ce que LaVar Ball demandait à Lamelo au lycée. Alors, ce carton-là, tu fais aucune passe. Pour avoir regardé certains des matchs qui diffusaient un peu en direct, notamment celui contre Zion, première pause, enfin. Tir d'entrée sur début de possession, c'était du grand basket. Il faisait des matchs à 90 points en high school. Lamelo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment, Lamelo, il y avait une stratégie là, par l'équipe de Chino Hills, là, quand il jouait, je pense que c'est quand il jouait encore avec les 3 frères. Lamelo, il ne revenait pas en défense. Ouais. Il jouait la carotte, vraiment, il faisait ce que Vivek Ranadiv. Ouais, c'est Vivek Ranadiv. Il faisait vraiment le truc de Vivek Ranadiv. Et du coup, il balançait la balle devant. Mais peut se moquer, mais tu vois, il y avait une idée justement de relancer très vite, d'apprendre à relancer très vite, même après panier marqué, et d'avoir toujours un mec devant et tu balances. Et si tu as un joueur comme Lonzo qui est capable de faire cette passe-là, qui traverse tout le terrain, et c'est le cas de Lonzo, avec précision, bah ouais, tu te retrouves à gagner des matchs, mine de rien. Bon, bref. De toute façon, Lamelo, il ne servait pas à grand-chose en défense, hein, tu pouvais le laisser en attaque. Ça revient un peu au même, effectivement. Surtout qu'il était petit, parce qu'encore maintenant, aujourd'hui, il a de la taille. Avec un coach, Lamelo, je sais qu'on fait une parenthèse inattendue sur Lamelo Ball, mais s'il était réceptif au coaching, ce qui est un grand si déjà, ça ne semble pas être le cas pour l'instant. Il aurait la taille, Lamelo Ball, pour être un. En fait, ce que fait Shea en défense, Lamelo, il pourrait le faire si on est purement sur un point de vue physiologique. Je pense que la mentalité est différente, mais il est grand en fait. Il est grand, il est vif. Il serait capable de défendre correctement et ça lui arrive de le faire, sauf qu'il le fait ni sur la longueur d'un match et encore moins sur la longueur d'une saison, sachant qu'en plus il se blesse. Mais Lamelo, il serait capable. Hein. C'est un joueur qui a énormément de potentiel. Je pense qu'il lui manquera des choses en termes de maturité, etc. Mais sur le plan basket et physique, et Lamelo, il a quand même vraiment tout pour être un très 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 bon joueur. C'était une petite parenthèse Lamelo Ball. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce match-là? Non. Non, je crois qu'on a... Non, on a fait le tour. Non, je crois que j'ai noté. Ouais. Est-ce que tu voulais mentionner brièvement Don Nelson, Théo, peut-être? Oui, c'est assez marrant. Parce qu'il a été honoré, effectivement, pendant le match par comment il s'appelle, pardon. Rick Carlisle, pardon. Merci. C'est Rick Carlisle qui l'a présenté au public parce qu'ils lui ont remis un trophée de Lifetime Achievement, etc. Rick Carlisle qui était coach à Dallas quand Don Nelson était encore dans le staff, je pense, des Mavs ou son fils en tout cas. Ce qui était marrant, c'est la première fois en 7 ans qu'il quitte. Il a pris sa retraite à Hawaï. C'était la première fois en 7 ans qu'il sortait de son île pour revenir aux États-Unis. Et ce qui était drôle, c'est qu'en conférence de presse, il a voulu parler tout de suite il a voulu parler de Luka Doncic, dire que c'était une honte d'avoir tradé Luka Doncic, que les Mavs aient tradé Luka Doncic. Il a insisté sur le fait qu'il portait les pompes de Doncic au pied et que lui, il avait appris à l'école de Red Auerbach que quand tu as un grand joueur, tu veux le garder pendant toute sa carrière et qu'il ne comprenait pas la logique. C'était assez marrant, j'ai trouvé, de le voir avec... Il a l'air bien en forme et puis de voir que voilà, il n'a pas changé de tempérament non plus et que s'il faut mettre des taquets, il est prêt à les mettre. Il va nous faire croire que la marijuana, ça conserve quand même, hein, parce que c'était un peu sa reconversion à Hawaï, c'était un peu ça. Mais mais c'était marrant. Et en signe de protestation, j'ai mis les chaussures de Luka Doncic. C'était assez marrant de le voir, ça fait plaisir. Oui. Le mec, il a 85 ans quand même. Respect. Il les fait pas du tout. Hein. Les Mavs ont maintenant leurs joueurs emblématiques et leurs coachs emblématiques qui sont
mécontents c'est un euphémisme de ce trade. Les Mavs qui pourraient peut-être perdre leur coach actuel, même si j'en doute, ils ont les cartes en main en tout cas. Mais les Knicks s'intéresseraient particulièrement à Jason Kidd. Peut-être que les Knicks vont même demander l'autorisation d'interviewer Jason Kidd. Alors les Mavs peuvent refuser. Jason Kidd peut aussi démissionner. Puis il peut aussi surtout s'en servir, et ce que j'ai cru comprendre aux dernières nouvelles, il peut s'en servir aussi pour négocier une belle extension avec les Mavericks. Donc voilà, il y a pas mal de discussions du côté des Mavs. Les Mavs qui vont ne recevoir qu'un seul joueur pour un workout en vue de la draft, c'est évidemment Cooper Flag. Voilà. Quelle surprise! Pas de surprise. Il n'y a pas de Dylan Harper, Dace Bailey, VJ Edgecombe. Non, c'est quand même un seul joueur et c'est logique. Je repense, là, Rick Carlisle me fait quand même bien marrer parce que dans sa présentation de Don Nelson au public, il a quand même précisé aussi que c'était qu'il avait été, parce qu'il était encore dans le staff de Dallas en tant que conseiller, j'imagine, et que c'était un peu sous son égide qu'avaient été draftés et Luka Doncic et Jalen Brunson. Donc c'est à quoi le public a réagi de manière assez forte. Il est assez marrant, Rick Carlisle, aussi dans sa manipulation des médias et de l'attention publique. C'était particulièrement drôle à Paris d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Quand il parlait de la police et de l'escorte policière et tout, là, c'était pas mal. Bah écoutez, les gars, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Petit mot peut-être, Evan Fournier, champion de Grèce avec l'Olympiakos. Alors, en ayant été un des acteurs majeurs, alors sur le terrain quand même un peu, il a fait quelques bons matchs, mais en étant quand même l'ennemi juré des supporters du Pana jusqu'à la fin des temps, je pense, avec même le coach du Pana qui a dit « Je félicite tous les joueurs de l'Olympiakos sauf un », parce qu'Evan avait été expulsé lors du match précédent pour un geste qu'on va qualifier d'obscène, on va dire ça comme ça. En tout cas, il est champion de Grèce, c'est son premier titre, l'Olympiakos a gagné le match 4, du coup, c'était 3-1, ça fait 3-1, le match 4, et l'Olympiakos est champion de Grèce, voilà. Ouais, des finales qui sont jouées dans une tension complètement dingue. Un match qui a été reporté parce que l'État a estimé que la sécurité du match serait pas assurée. Le président quand même du Panathinaikos qui est interdit de salle pour 10 mois avec des amendes qui sont tombées pour lui, pour coach Ataman, pour certains joueurs. Des fautes antisportives, on sait à quel point c'est chaud, le championnat grec et les finales, et notamment les affrontements Olympiakos-Panathinaikos. Cette année, c'était quand même costaud. Quoi. Vas-y. Non, c'est ton copain Kendrick Nunn qui fait des fautes antisportives. Ouais. Kendrick Nul, comme tu l'appelais à l'époque. Ouais. C'était bien éteint à l'Euroleague en Final Four. Ouais, mais tu vois, au final, MVP de l'Euroleague, mais il ne gagne pas l'Euroleague, il ne gagne pas le championnat de Grèce. Les présidents, ils sont pour beaucoup. Hein. Ouais. Les présidents, franchement, ils sont pour beaucoup dans les débordements, et ce n'est pas normal parce que c'est quand même. Ils sont censés être garants un petit peu. Ils sont censés élever le niveau, et j'ai l'impression que c'est vraiment tout l'inverse. Alors, c'est cool d'avoir un président passionné, hein, je ne dis pas le contraire. J'imagine que si j'étais supporter de l'Olympiakos ou du Pana, je serais content d'avoir ce président, mais de l'extérieur, ça la fout mal quand même. Ça la fout mal. Et je pense qu'ils sont pour vraiment beaucoup dans les dérives. Ouais, tu parce que dans les sorties ou dans les propos tenus, quand même, c'est manifestement plus que limite, quoi. Mais pour petite anecdote sur vous savez certainement, parce que on sait qu'il y a pas mal de gens qui suivent l'Euroleague et le basket européen parmi les gens qui nous écoutent, mais quand le Final Four Euroleague s'était tenu en France, à Paris, j'étais accrédité, et en arrivant dans la salle tôt, j'étais étonné parce que je vois, il y a une partie des tribunes au-dessus desquelles il y a un filet, en fait. Et je me dis, mais pourquoi il y a un filet autour de cette partie des tribunes? Et la salle se remplit, en fait, c'était purement pour le COP de l'Olympiakos. Il y avait un filet qui avait été placé au-dessus du COP de l'Olympiakos pour empêcher le jet de projectiles potentiels sur le parquet. C'est dire le niveau. C'est-à-dire qu'en fait, les compétitions, même, les gens anticipent et mettent en place un certain nombre de choses. Donc ouais, c'est quand même des publics qui sont ultra, ultra chauds. Ça y est, on va s'arrêter. Après, je te laisse conclure. Non, vas-y, t'inquiète. Mais juste pour mentionner la super forme de Gabi Williams en WNBA, parce que je n'étais pas là les derniers jours, donc il fallait que je place un petit mot pour Gabi qui a fait un très très bon match sur le dernier contre Phoenix. 21 points, 8 passes, ce qu'aucune joueuse du Storm n'avait fait, à part Sue Bird, donc sous le maillot de Seattle. Et elle est top 20 dans la plupart des catégories statistiques cette saison en WNBA. Aux points, aux passes, aux interceptions, aux contres, à l'efficacité globale et à 3 points. Elle a quasiment à 49% à 3 points, Gabi. Elle fait une saison de MIP, de All-Star, donc ça confirme l'explosion qu'on pressentait en début de saison. Le Storm est un peu irrégulier, 5 victoires, 4 défaites.
loin du grand leader Minnesota qui est à 9-0. Mais Gabby Williams fait une super saison et je pense que ça méritait de lui faire un petit big up. Et Malonga, sa coéquipière Malonga, pointe un petit peu le bout de son nez. Elle joue un petit peu plus, ça reste... bon, elle a joué 13 minutes sur le dernier contre Phoenix dans un match qui a été gagné relativement tranquillement. Elle fait quand même 6 points, 4 rebonds. Donc, voilà. Elle a des minutes par-ci par-là, tu restes. Sur les derniers matchs, elle joue un petit peu plus. Ça fait 3 matchs de suite là, qu'elle joue un petit peu. Ouais. Je check de temps en temps les box scores là, des matchs WNBA. Ouais. Ça fait 3 matchs que je vois que Malonga joue un petit peu plus. Pas beaucoup, effectivement. Mais... Et dans les Françaises, par contre, Myriam Badiane a été coupée par Minnesota et donc va pouvoir se concentrer sur l'Eurobasket qui débute dans une dizaine de jours. Yes, merci Shai. On s'arrête pour le coup, là, cette fois-ci vraiment là-dessus. On se retrouvera demain, bien sûr, comme d'habitude, pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.